Tu parles français à l'extérieur, tu arrives chez toi, tu parles que le tamoul. En vrai, c'est mortel. On nous a conditionnés pour constamment s'adapter et apprendre vite. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose de différent, mais je ne savais pas encore quoi. Donc je me suis focus sur ce que j'aime et j'ai voulu surtout apprendre. La meuf qui est là en termes d'influence dans la mode à travers le monde, elle me répond à mon mail. Alors que moi, je ne suis personne dans ce game. On est né un jour, on va mourir un autre jour. Entre-temps, c'est que du kiff. Ouais l'équipe, banlieue Art Nouveau, c'est comment, ça se passe ou quoi? Comme vous pouvez le voir, nous, on a une bonne journée ensoleillée, on est bon, on est dans le bien. Je suis avec mon frérot Cham ou Chamim. Toi Chamim, aujourd'hui, en termes de parcours, tu as commencé par travailler d'abord dans le domaine de la mode. En moins de 10 ans, vous avez tout arraché. Tu as eu plein d'ambassadeurs, tu as habillé des Jay-Z, Ronaldo, des personnes comme Rihanna. C'était un parcours ultra fort, tu étais distribué chez Colette et tu as vendu à l'international. Tu es le fondateur aujourd'hui de l'application Mimcha qui fait du transport de colis entre particuliers, donc via une application. Comment tu vas mon ref? Ça va, déjà très content d'être dans ton émission. J'ai suivi également ton parcours depuis pas mal de temps et c'est très lourd ce que tu fais. Merci, ça me fait plaisir d'être validé par des pointures comme toi. Et Fabien en tout cas il a bien fait de nous mettre en contact, d'ailleurs grosse force à lui. Ouais, écoute, c'est un élément clé dans notre histoire. Il m'a dit beaucoup de bien sur votre aventure. Bah écoute, franchement c'est lourd mon ref. Cham, pour en revenir à ton parcours, donc toi ton parcours il commence en Inde. Les quelques fois où on avait échangé dans les débuts, tu as vraiment insisté dessus, tu es revenu plusieurs fois sur ton enfance en Inde, sur le fait que tu es grandi en Inde, que tu sois né en Inde, et j'ai compris que tu as une forte attache là-bas. Et même, tu m'as donné pas mal d'anecdotes, et aujourd'hui encore, tu es énormément connecté avec pas mal de personnes influentes là-bas. C'est quelque chose qui compte pour toi en fait. Bah, comme tu le dis, je suis né en Inde. Moi, mes parents, ils sont arrivés en France quand j'avais 6 mois, donc j'ai grandi avec ma grand-mère. Je réalisais pas, surtout à l'époque, que c'était une fondation qu'on était en train de créer pour la suite de mon histoire. Donc à l'âge de 6 ans, j'arrive en France, je revois mes parents après de longues années et je me rends compte que j'ai une petite sœur, que je dois m'adapter à un nouveau langage, que tout est différent en fait. Tu passes d'un monde qui est l'Inde où je viens d'un village moi, je viens d'un village qui s'appelle Karekal. Donc tu vois à l'époque pour nous de se dire tu vois un avion, c'était un truc de ouf en fait. Les jouets, on n'avait pas de Toys R Us nous. Tu devais être très créatif pour t'amuser, pour tout en vrai, tu vois. Et ici, tu arrives, tout est accessible. Donc tu redécouvres une manière de vivre, tu redécouvres toutes les saveurs, parce que tout change également, tu vois. Et ça, c'est une richesse. En soi, c'est une énorme richesse qui m'a accompagné tout au long de ma vie, sans même que je le réalise, tu vois. Et comment est-ce que ça se passe, toi, quand tu arrives dans ton enfance ici, dans le 95, comment est-ce que tu te sens en tant qu'enfant qui vient d'un village, qui arrive ici en France, parmi d'autres enfants? Je pense que déjà, tu n'as pas suffisamment de repères. Tu perds tous tes repères, parce que rien n'est pareil. Tu vas à l'école, c'est un nouveau langage, c'est des nouvelles personnes, c'est des couleurs différentes. Et au final, tu te rends compte qu'il faut tout construire, il faut tout reconstruire. Mais étant un enfant, c'est beaucoup plus simple que quand tu fais une exode lorsque tu es adulte. En très peu de temps, tu découvres plein de mondes qui sont de couleurs différentes, qui parlent des langues différentes, qui mangent différemment. Tu apprends très vite à t'adapter à tout en fait. Tu as appris à parler français en combien de temps toi? Je pense qu'il m'a fallu près d'1 an. Ouais, à peu près. À peu près 1 an pour me rendre compte que je faisais encore des erreurs, qu'à l'école on se moquait de moi, mais ça fait partie du jeu. Ça faisait partie du jeu. Et ça va, en tout cas, donc tu l'as bien vécu. Et sinon, dans ton enfance, au-delà du cadre scolaire, c'est-à-dire que tu grandis quand même dans le 95, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Tu as noué des amitiés, tu vois, dans ta ville, dans ton secteur, avec des personnalités aujourd'hui comme DJ Snake, tu vois. Comment ça se passe ta jeunesse là-bas? On a toujours été des petits gars cool, des jeunes banlieusards qui étaient contents d'aller jouer au foot, de partager un grec à 4. Donc une vie très simple. L'histoire du grec à 4, c'est fou. On l'a tous vécu, c'est une dinguerie quand même. C'est le classique de notre enfance en fait, tu vois. Toute personne qui a grandi en banlieue, elle sait c'est quoi. Ouais. Et c'est ça qui fait la saveur du grec. C'est ça qui fait la saveur du grec, qui fait la saveur du partage également. Du moment, du partage, de toutes les valeurs que tu développes à ce moment-là, tu vois. L'équipe, si vous êtes encore ici, c'est que cette interview vous intéresse sûrement. Merci à vous pour ça.
YouTube nous fait remonter l'information que vous êtes beaucoup à regarder nos contenus, mais à pas vous abonner. Franchement, c'est hyper important pour nous. C'est des choses qui permettent à la chaîne de pouvoir continuer à exister et qui nous permettent à nous de pouvoir continuer à faire notre travail. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, ça nous servira. Allez, bon visionnage. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à l'Inde? C'est la terre où je suis né. C'est une richesse énorme en termes de culture. Tous les 2 ans, dès que mes parents ils pouvaient se permettre de voyager, les saveurs, la nourriture, les amis d'enfance. J'ai grandi là-bas, comme je t'ai dit, jusqu'à l'âge de 6 ans. J'ai encore mes potes de la maternelle là-bas, avec qui je suis en contact aujourd'hui, qui ont évolué dans la vie, où certains n'ont pas pu voyager et s'ouvrir au monde. Certains ne s'imaginent même pas ce qu'on est en train de vivre ici, dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle. Et toi, ta mère est née au Cambodge, c'est ça? Ouais, ma mère est née au Cambodge en 63 et ils ont dû fuir 2 ans après le Cambodge avec mes grands-parents. Ma grand-mère m'expliquait que lorsqu'elle était à l'aéroport pour fuir le pays, elle voyait des bombardements, mais vraiment à quelques kilomètres de l'aéroport, tu vois. Donc vraiment, ils ont quitté le pays dans une situation assez terrible, tu vois. Et du coup, ça, c'est en quelle année? Parce que tu dis que ta mère est née en 63 au Cambodge. Quelle année ils quittent? 65. Mais toi, tu nais en Inde. Donc, c'est-à-dire que ta grand-mère est retournée à un moment ou l'autre en Inde avec ta mère, ce qui fait que toi, tu es né là-bas. Non, tu sais, à l'époque, c'était beaucoup les mariages arrangés. Les 2 familles se connaissaient. Ma mère avait passé 21 ans de sa vie en Thaïlande. Elle arrive en Inde. Bien sûr, entre-temps, elle a fait des allers-retours en Inde, elle connaissait l'Inde. Et donc, les présentations se sont faites en Inde. Et quelques mois après, ils se sont mariés. Ta mère, on va dire qu'en réalité, elle est d'origine indienne, mais elle a connu plus la Thaïlande que l'Inde. Je pense qu'une grande partie de ma famille a connu la double culture. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse de ce qu'on mange à la maison, à la manière dont on parle, à la manière dont on s'habille. C'est vraiment lié à cette variété de culture qu'on a connue. Qu'est-ce qui fait qu'il passe de l'Inde à la France? Mon père travaillait en Arabie Saoudite pendant 10 ans. Il a quitté l'Arabie Saoudite, il est venu se marier avec ma mère. À ce moment-là, il voulait aussi un peu de changement, ma mère également. Et mon oncle travaillait en France. Et là, le marché de l'Europe commençait à s'ouvrir à ce moment-là. Et c'est là où ils se sont dit pourquoi pas tester l'aventure européenne et de voir comment ça évolue. Ils sont venus, ça fait maintenant 39 ans. Ça fait 39 ans qu'ils sont en France et ils sont toujours là. Et ils sont toujours là. Mais ce qui est fou en fait, c'est que toi, peut-être que pour toi c'est normal parce que c'est ton histoire. Mais moi, tu vois, d'un œil extérieur, tout est international chez toi. En fait, dès le démarrage. Tu vois, tu me dis que ton père travaille en Arabie Saoudite. Donc même lui, au final, effectivement, il est d'origine indienne. Mais il a quand même vécu en Arabie Saoudite. Mais pour nous, les gens issus d'Inde, où on a connu l'après-guerre. Tu vois, on a connu l'après-guerre, après la colonisation des Anglais. On a connu la misère. Tu vois, il fallait reconstruire tout un pays. On n'avait pas vraiment accès aux infrastructures. Donc la seule manière de gagner rapidement et efficacement de l'argent, c'était de voyager, d'avoir une devise plus forte que celle qui était en Inde et de subvenir aux besoins de la famille. La priorité pour les Indiens, c'était à la fois de s'élever socialement, mais surtout donner de la force à leurs enfants, à l'éducation, pour pérenniser la situation familiale. C'est fort ce que tu dis, j'avoue que je l'avais jamais vu comme ça. Et donc en fait, si je comprends bien, il y a pas mal de personnes d'origine indienne, ou en tout cas d'origine peut-être asiatique, sud-asiatique, qui ont beaucoup immigré, mais en fait c'était beaucoup lié en fait, au pays. Mais je pense que ce soit l'Afrique ou l'Inde, ou l'Asie en général, on a beaucoup de choses en commun. Ouais. Tu vois, on a beaucoup de choses en commun, on a été colonisés. Par la suite, on a dû reconstruire nos pays petit à petit, reconstruire une psychologie d'après-colonisation. C'est pas évident, ça prend peut-être plusieurs générations. Mais aujourd'hui, tu peux voir que et l'Afrique, et l'Inde, et l'Asie en général connaît un essor incroyable. Ouais. L'Inde beaucoup en ce moment. L'Inde, 5e puissance mondiale actuelle. Et je voudrais qu'on revienne plus sur la France, tu vois, parce que toi, tu arrêtes l'école à tes 15-16 ans, tu as fondé Germay
Aujourd'hui, tu as créé Mimcha. Donc, il s'est passé pas mal de choses entre ton arrivée en France et aujourd'hui. Et voilà, tu vois, j'aimerais juste que tu nous remettes ça un peu en ordre, que tu nous expliques. J'ai eu un parcours assez classique, en tout cas au début. Et c'est vrai que j'ai été un cauchemar pour mes parents. Ça a été trop dur pour eux de se dire que ton gamin, il arrête l'école à 15 ans, juste après son BEP. Je me suis dit, putain, mais laisse tomber, tu vois. Et mon père, il me prenait la tête tous les jours pour me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton avenir, etc. Donc, bon, moi, à l'école, honnêtement, je me voyais pas, en fait. Je m'ennuyais. J'avais du mal avec tout ce qui est scolaire. Du coup, je décide de travailler, de faire plein de petits jobs jusqu'à peut-être mes 20 ans. Encore une fois, mes parents m'ont fait un cadeau, c'est que j'ai eu Internet assez tôt. Donc j'ai eu accès à l'époque, tu sais, c'était Yahoo, Hotmail, AOL, etc. Et dès cette époque-là, j'avais accès à différents sites, etc., qui me permettaient d'apprendre assez rapidement. C'est la période où moi, en tout cas, je me cherchais, en fait. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose de différent, mais je ne savais pas encore quoi. Donc je me suis focus sur ce que j'aime et j'ai voulu surtout apprendre. Tu sais, quand tu rentres à la maison et que tu vas voir tes potes, tu reviens, tu fais pas grand-chose de ta vie et que tu entends constamment tes parents s'inquiéter à ton sujet, tu te dis, bon, il va falloir que je m'ouvre l'esprit, mais tout était encore flou. Donc j'ai décidé un jour je crois que je devais avoir 18 ans, de voyager. Quand tu grandis en banlieue, tu n'apprends pas les mêmes choses que les personnes qui viennent des quartiers favorisés. Tu n'as pas les mêmes perspectives, tu n'as pas la même vision. Et ce qui m'a vraiment forgé, c'est les voyages. Okay. Donc je faisais plein de petits jobs, je pouvais avoir 2-3 jobs d'affilée, me dire 18 heures d'affilée, c'est pas un problème, je mets un peu d'argent de côté et je vais aller voyager. Attends, 2-3 jobs d'affilée, c'est-à-dire tu pouvais, dans la même journée, genre, je sais pas, tu quittes un taf sur un autre taf. Bien sûr. Au bout d'un moment, tu réalises que tu n'as pas les moyens, ton seul recours pour apprendre, c'est de te former toi-même. Qu'est-ce qui peut mieux former aujourd'hui que d'aller rencontrer des gens à l'étranger, parler avec des taxis à Hong Kong, aller en Afrique, aller aux États-Unis, rencontrer de nouvelles cultures, manger différemment? Il n'y a rien de plus formateur. Aujourd'hui, je pense qu'un taxi t'apprend beaucoup plus de choses de la vie réelle d'une ville que toute une étude dans un cabinet de conseil, par exemple. Tu vois? Franchement, c'est très fort ce que tu dis. Et je trouve que c'est hyper pragmatique. Tu vois? En fait, ça sent l'expérience. Et toi, du coup, je pense que c'est en tout cas ce qui t'a permis peut-être d'aguerrir et d'affûter ta vision du monde et tout ce que tu as monté ensuite par la suite. Ça l'a complètement affûté. Aujourd'hui, de me dire que je suis en mesure de me fondre dans la masse. Aujourd'hui, je peux aller manger avec mes potes au grec comme d'aller dans un palace avec des politiques. Ça sera pareil pour moi. C'est vraiment l'énergie, les cultures différentes qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux naviguer du grec d'Anguin à un palace parisien ou à travers le monde et converser avec mes potes ou me retrouver avec des politiques ou des gens importants de la société ou dans le business sans aucun problème. Tout le monde est égal en fait. On est né un jour, on va mourir un autre jour. Entre-temps, c'est que du kiff. Entre-temps, c'est que du kiff. Non, je trouve que c'est très très fort. Et du coup, Germain, parce que Germain, typiquement, je pense que c'est l'exemple type et qui illustre bien ce que tu as pu dire. Germain, c'est une marque de vêtements que toi tu crées dans ton 95, toi Chamim qui a arrêté l'école en BEP à 15 ans. Donc tu crées cette marque-là qui se retrouve commercialisée dans le monde entier et qui se retrouve portée par des gens, au final, Easy, Rihanna, tu vois, Ronaldo. C'est des gens qui ont porté ta marque et qui l'ont. Et ça n'a pas été des OP commerciales, ils l'ont fait parce qu'ils ont kiffé la marque. Et ils savent, je disais, c'est quoi le 9-5, tu vois. Comment tu crées cette marque et comment tu en arrives à là? Toute cette histoire, c'est qu'une histoire d'énergie en fait. Avant de lancer Germain, j'ai une petite aventure entrepreneuriale dans l'import-export
qui a fait que j'ai pu construire ma vision et avoir un petit capital pour me dire j'ai envie de me faire un kiff, qu'est-ce que je pourrais me faire? Et à ce moment-là, je me dis j'ai pas eu la capacité de m'acheter les fringues que je voulais alors que j'aimais beaucoup ça. C'était un peu frustrant. Donc c'est venu d'une frustration et aussi un challenge de me dire ok, pourquoi pas nous? Et à l'époque, tu sais, il y avait nos anciens, Mohamed Dia qui avait lancé sa marque, qui était du 95 également, et tu avais Malamine Koné, qui était une réussite malienne, qui a fondé Ernest. Et ces personnes-là nous ont tous inspirés. Quand tu es issu de la banlieue, on a tous vu ces personnages emblématiques qui ont fait une partie de notre histoire. J'ai démarré Germeil avec des idées, avec une envie, mais j'avais pas les codes des gens de Paris. J'approchais les graphistes pour leur dire écoutez, j'ai besoin de fiches techniques, j'ai besoin de ceci, cela. C'est vrai qu'ils me prenaient pas trop au sérieux, sachant que j'avais pas leur background et j'avais surtout pas les codes ni dans ma tenue vestimentaire, ni dans ma manière de communiquer qui venaient de ce milieu-là. Et du coup, comment tu fais alors quand tu viens avec un handicap, tu vois, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais quand tu viens avec cet handicap-là où toi, tu n'as pas leur code, mais tu as envie de percer dans leur monde, et au final, tu y arrives, qu'est-ce qui fait justement que ça marche? Les seuls ingrédients, je vais être honnête avec toi, c'était la foi, l'ambition et l'insouciance. Une très grande partie d'insouciance. Je ne savais absolument pas dans quoi j'allais rentrer, mais je regrette rien de tout ce qui a pu se passer. Enfin, tu connais la suite. La suite. Et si ça se trouve, peut-être que si tu savais ce qui t'attendait, peut-être que tu n'aurais même pas fait comme ça, tu vois. Tu sais, j'apporte une grande importance à la foi et je me dis, tout a un timing, tout doit être mérité. Je bosse beaucoup à la méritocratie et c'est normal que si je n'y arrive pas du premier coup, il faut le temps d'adaptation et il faut que j'arrive à un seuil où je me dis ok, je suis prêt en fait. Peu importe ce que tu fais dans la vie, je crois que tout est basé sur la méritocratie. Au détour d'un échange, un jour tu m'expliquais ça, comment tu rentrais chez Colette. Et en fait au début tu n'étais pas censé rentrer là-bas. Et ce que tu viens de dire avant illustre bien ça. En fait tu n'as pas lâché. Comment est-ce que tu arrives chez Colette? Colette, c'était parce qu'aujourd'hui ils ont revendu, mais c'était le temple de la mode pour Paris. Et Paris, c'est un peu le temple de la mode pour tous les points de vente en termes de concept store dans le monde. Ok. Et toi, tu as été distribué chez Colette? 6 mois avant de la projet, je ne savais même pas ce que c'était. J'avais mon pote William qui m'en parlait assez souvent puisqu'il était client. Snake. Parce que tout le monde ne sait pas encore. Il t'en parle, tu te dis ok, ben, je vais aller là-bas. Exactement. Et tu vois, nous, quand je dis nous, enfants issus de l'immigration, on a dû s'adapter assez rapidement depuis notre plus jeune âge. Ce qu'on voyait comme faiblesse avant, en tant qu'étranger, en se disant « Ah putain, mes parents, quand je rentre à la maison, ils sont en incapacité de m'aider à faire les devoirs, etc. » Et tu vois ça un peu comme ça devient même limite un complexe pendant très longtemps pendant ton enfance. Donc tu te dis pas, j'ai pas forcément les mêmes codes que mes potes français ou étrangers mais qui ont vécu là depuis plus longtemps. Donc tu vois ça comme une faiblesse. Et au final, en grandissant, tu te rends compte que à force de t'adapter, tu as acquis un biturbo en fait dans ta tête. Forcément, tu t'adaptes pour tout. Tu as un comportement à la maison, tu as un comportement à l'école, tu as un comportement avec tes amis. Tu manges différemment à l'extérieur, tu manges différemment à l'intérieur. Tu vois, enfin, chez toi, ouais. Tu parles français à l'extérieur, tu arrives chez toi, tu parles que le tamoul. Mais en vrai, c'est mortel. Mortel. En vrai, c'est mortel. On nous a conditionnés pour constamment s'adapter et apprendre vite. C'est faux de dire qu'on part sans rien en fait. Tu vois, on part avec énormément de bagages et peut-être même plus que les gens qui sont issus de France. Et là, donc, pourquoi j'ai fait cette parenthèse, c'est pour t'expliquer que 6 mois avant, comme je t'ai dit, je ne connaissais pas Colette, mais en 6 mois, t'inquiète pas, que je connaissais tout l'écosystème de ce qu'elle pouvait représenter et ce qu'elle pouvait représenter en France et ce qu'elle représentait à l'international. Donc là,
la machine commence à rêver, à se dire c'est possible, etc. Il m'a fallu à peu près 1 an et demi pour la convaincre de vendre mes produits. Comme tout le monde, j'envoie des mails, on ne me répond jamais, elle en reçoit 40 000 par semaine. Il s'avère que je ramène mes samples, mes échantillons. Je les fais déposer dès les premiers mois après le lancement chez elle. Elle me répond par mail, elle me dit écoute, j'aime bien ce que tu fais, mais on a fini nos achats pour cette saison, reviens avec quelque chose de nouveau plus tard. Là je me suis dit ok, putain, la meuf qui est là en termes d'influence dans la mode à travers le monde, elle me répond à mon mail. Alors que moi, je ne suis personne dans ce game. C'est costaud. C'est comme si demain je te disais, tu lances une marque de voiture et t'as Mercedes, le patron de Mercedes qui te valide. Ouais, c'est fort. Alors que t'es encore personne. T'es vendu nulle part. T'as un site internet. Je sais pas si tu comprends un peu. Fort. Non, Donc fort. pour moi, ça m'a donné une sorte d'énergie et surtout de confiance pour me dire ok, elle m'a répondu, je vais revenir 1 an après et j'aurai accompli des choses et je serai une personne différente dans ma manière de présenter la collection et surtout dans mon approche de ce business en fait, que j'ai voulu entreprendre au départ comme un jeu, un challenge, mais au final ça va prendre de plus grandes ampleurs et tu as ce sentiment au fond de toi, tu vois, tu ressens les choses. Ouais. Et comment du coup tu rentres là-bas? 1 an après, je reviens et je vais déposer mes échantillons encore une fois. Et là, au bout de 10 jours, je reçois un mail. Bonjour, je suis Roberto. Viens récupérer tes échantillons. L'image de la marque ne correspond pas du tout à notre boutique. Et là, moi, je venais d'atterrir à Dubaï avec mes potes. On allait en vacances. Ça a bousillé mes vacances. J'ai passé 10 jours où je me suis dit, mais merde, tu vois. J'ai même pas voulu en parler à mes potes. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, ah, ils vont se foutre de ma gueule, etc. Et donc, du coup, j'ai attendu de rentrer à Paris. Au moment où je rentre, j'ai pas envie tout de suite d'aller récupérer mes échantillons. Je me dis, bon, tu vois, t'es déçu. Tu vois, tu te dis, bon, t'as fait tous ces efforts, t'as pas forcément envie d'affronter encore quelque chose de négatif. Donc je laisse 1 semaine. Et là, au bout d'1 semaine, j'arrive devant son immeuble. Je vais pour prendre l'ascenseur. Et là, c'est les bâtiments parisiens. Donc les ascenseurs, ils sont transparents. Tu peux voir qui descend. Là, je vois Sarah Colette. C'est la fille de la boss, qui est l'acheteuse principale de Colette. Là, je me dis, soit j'abandonne par rapport au mail que j'ai reçu, soit j'essaie de la convaincre. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Ça a duré 20 secondes. Elle est arrivée, elle est descendue et j'ai eu comme un signal dans ma tête qui me dit vas-y, parle, dis quelque chose. Et là je lui dis bonjour, comment allez-vous? Elle me connaît pas, elle se dit c'est qui ce mec en short, basket avec un petit foulard là, qu'est-ce qu'il fout là quoi, tu vois? Et là je lui dis écoutez, j'ai déposé mes échantillons chez vous. Pour la 2e fois, vous m'aviez déjà écrit, est-ce que vous les avez vus? Et là, elle me répond, non, de quoi tu me parles? C'est telle marque, je suis censé aller les récupérer actuellement. Je pense que je vais renoncer. J'aimerais beaucoup que vous regardiez. Le lendemain, je reçois un message. Quand est-ce qu'on peut commencer avec vous? J'aime beaucoup ce que vous faites. Imagine-toi, à ma place, j'ai galéré pendant des années à rentrer chez elle. Mon seul objectif, c'était ça. On m'annonçait, déjà, on me préparait à ce que ça soit impossible. Et là, d'un coup, même pas en rendez-vous business ou face à un ascenseur, en bas d'un immeuble, 20 secondes, ça peut tout changer. Ces 20 secondes ont suffi à passer de... Votre marque ne correspond pas à, comme il t'avait dit, Robert, c'était Robert je crois. Hein, Roberto. Roberto te disait que la marque ne correspondait pas. Et quand est-ce qu'on peut commencer ensemble? Quand est-ce qu'on peut commencer ensemble? Comme quoi, mais t'imagines la folie.
de se dire, si tu lui avais pas parlé. Les seules barrières qu'on peut rencontrer, c'est nous-mêmes qui nous les imposons. On se limite souvent, on s'interdit beaucoup. Il faut renoncer. Je suis totalement d'accord. Peu importe ce qu'on nous prédit. Moi, mes parents, quand j'ai arrêté l'école, au bout de 2 ans, ils ont vu que je faisais encore rien, je faisais plein de petits jobs. Leur ambition pour moi, et chose que je peux comprendre et je ne leur en veux absolument pas, c'est que je travaille à Charles de Gaulle, à l'aéroport. Ça nous permettrait d'avoir des billets moins chers pour aller en Inde. Tu comprends? Ouais. Et c'est absolument louable, tu vois, c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de sous-métier, tu vois. J'ai fait tous les jobs possibles et imaginables. Il n'y a pas de sous-métier. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de cette vision peut-être qui est un peu limitée et de se permettre de rêver. En tout cas, très très bonne leçon de vie, très très bonne anecdote et tu vois, t'en es la preuve. Donc moi je peux louer ça. À mon humble niveau. Pour toi, ces 20 secondes, elles ont vraiment contribué à prendre un virage radical. C'est-à-dire que quand tu sortais de chez toi ce jour-là, tu étais parti pour te dire, ça y est, t'as vu, c'est encore une défaite supplémentaire. Et au final, tu rentres chez toi, tu es victorieux. Et un jour après, tu reçois ce fameux mail où elle te dit, c'est quand qu'on commence. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai lancé les productions assez rapidement, etc. Les productions, elles arrivent de chez l'imprimeur. Je me retrouve à repasser moi-même 500 t-shirts parce que je trouvais que c'était pas suffisamment bien fait. Donc je livre. 2 jours après, on m'annonce que tout est sold out. Et là, elle me renvoie un mail. Comment on continue? Et qu'est-ce qui a contribué à ça? Je sais pas, peut-être l'aspect créatif, l'énergie qui entoure ce projet, Dieu, tout simplement. Toute personne qui a une vision, elle ne la reçoit pas par hasard. Je suis d'accord. Et donc, et à ce moment-là, est-ce que les big restas comme les Jay-Z, les Rihanna ou autres avaient déjà commencé à porter ta marque? Écoute, déjà, c'est un vrai kiff de voir que tu as créé de ta chambre du Val d'Oise une marque qui voyage maintenant non seulement à travers la France, mais à travers les frontières, à l'autre bout de la planète, sur des marchés comme le Japon. Tu es là, tu pètes un plomb en fait, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu as 26-27 ans, tu comprends plus rien, tu vois. Mais en fait, tu n'as pas vraiment le temps de comprendre ou de vouloir comprendre. Tu es déjà dans le process de gérer ta production, gérer ta com, gérer tes finances et s'assurer que la distribution soit bien faite. Donc toi, en fait, le fait de rentrer chez Colette, ce qui se passe, c'est que ça t'ouvre l'accès à d'autres points de vente à travers le monde entier. Donc là, tu as des Japonais qui commencent à porter du Germain. Germain qui est écrit par toi à Shamim, un mec du 9-5. Et tu as vu là, tu as des gens qui réussiraient même pas peut-être à te placer Paris sur la carte de la France, qui portent ta marque. Comment est-ce que ça, tu le vis? Je suis un jeune gars du 9-5 qui fait ses collections avec une formation YouTube de Photoshop, qui est dans sa chambre en train d'imaginer qu'il va conquérir le monde. Déjà, conquérir la France, c'est très compliqué. Il a des rêves de conquérir le monde. Et là, tu vois que du jour au lendemain, ton marché, qui est une petite partie de Paris, s'ouvre au monde entier. Tu vis ça comme une bénédiction. C'est un cadeau de Dieu. À part te dire ça, je n'ai aucun calcul mathématique. Je pense qu'il y a aussi peut-être une part de... Même si je suis croyant et je suis totalement d'accord avec toi, hein, que ce sont des choses qui entrent en jeu beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a aussi une grosse part, comme tu as dit, en fait, d'insouciance. En fait, tu as fait des choses qu'une personne, peut-être qui pourrait calculer tout ça, n'aurait pas fait. Tu vois, par exemple, tu rentres dans l'ascenseur, tu tombes sur l'acheteuse, la fille de la fondatrice de Colette. Tu lui parles au culot, frère. Tu vois, je pense que n'importe qui du milieu se serait dit c'est du trop costaud. Je peux pas oser faire ça. Tu vois.
quand tu n'as pas vraiment de bagage scolaire, ta seule locomotive, c'est ta vision et ta foi. Donc dès lors que tu te bases sur ces points-là, tu sais que l'insouciance fait totalement partie de l'aventure. Sans insouciance, je me serais mis à calculer quels sont mes moyens, comment je fais un business plan, comment je vais financer tout ce schmilblick. Donc le fait de ne pas me soucier de toutes ces choses, je me suis concentré sur l'essentiel. Créer et valoriser. Comment est-ce que tu fais pour ne pas perdre la tête? Tu sais, tu peux vite dérailler, tu peux commencer à te prendre pour un génie. À ce moment-là, tu te prends pour un génie, tu commences à... Tu vois? Non, mais je te cache pas qu'il y a un petit yo-yo émotionnel dans ta tête à ce moment-là, mais t'as pas vraiment... C'est pas parce que assez rapidement tu te retrouves à être distribué partout que tu deviens multimillionnaire et que tout roule et que ça y est, tout va bien. Non, moi, au contraire, le fait d'ouvrir des points de vente, bah, tu dois commencer à produire. Tu n'as pas forcément de trésorerie, tu dois trouver des solutions. Donc en fait, mon rôle au quotidien, c'est de résoudre des problèmes, peu importe la taille du business. Donc tu n'as pas vraiment le temps ni l'envie de te dire « Ah, je suis quelqu'un, ah, tu vois, je suis devenu Karl Lagerfeld ». C'est totalement faux. Mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est pas qu'une question de finance ou d'argent. Tu sais, c'est... Frère, tu vois Rihanna, tu vois Jay-Z. En plus, à l'époque, ils portent une marque que toi, tu as conceptualisée dans ta chambre. C'est suffisant pour... Il y en a certains, ils n'en auraient pas attendu même pas la moitié de ça pour derrière, tu vois. Non, bien sûr. Mais après, c'est aussi lié à l'éducation, aux valeurs qui nous ont été transmises par les anciens, qui fait que tu dois tenir la route. Et il faut savoir une chose, c'est que oui, Jay-Z, oui, Rihanna et tout, pour moi, c'était incroyable. Ouais. Donc, tu es dans un écosystème où tu as toutes les personnes qui comprennent ces choses-là, l'importance d'avoir ces célébrités, porter tes vêtements. Mais moi, je rentrais chez moi, je voyais ma mère qui ne sait encore pas aujourd'hui qui sont ces gens-là. Peu importe leur niveau de carrière, peu importe leur importance dans la société, ils n'ont jamais écouté leur musique, ils ne savent pas qui c'est. Et ma mère, elle m'envoie chercher du lait au carrefour du coin. Peu importe ce que je ferai, ça sera toujours comme ça. Compris. Ils sont à des années-lumière de s'imaginer que ce monde est, en fait. Tu vois? Et en fait, ça, en vrai, encore une fois, c'est une richesse. Tu as un peu la tête qui fait zigzag quand tu vois que tu arrives à réussir certains coups. Super. Mais tu rentres chez toi, tu as une mère qui te remet tout de suite à niveau. Donc en fait, ouais, c'est très simple. Tu as gardé les pieds sur terre, la tête sur les épaules, juste grâce à la simplicité en fait, du cadre dans lequel tu étais. Bien sûr, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis. J'ai des amis qui, comme tu le sais, qui évoluent à haut niveau dans beaucoup de domaines. Et ces gens-là, ce qui fait leur force, c'est leur simplicité et l'humilité. Donc peu importe ce que j'atteindrai, et moi j'estime pas avoir atteint quelque chose de très haut encore. On est encore tout en bas de l'échelle. Même si on monte beaucoup plus haut, ben, j'aurai toujours toutes ces personnes qui seront là à me dire hey, là tu es en train de dérailler mon coco, reviens. Reviens. Bah justement en plus ça tombe bien que tu me parles d'amis à toi en tout cas qui font des choses à haut niveau. Moi quand tu me dis ça, tu vois, je t'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Ça m'intéresserait en tout cas qu'on parle de lui aujourd'hui parce que c'est hyper fort ce qu'il fait. Il y a de ça quelques semaines, tu m'as invité au Stade de France. Je vois tes stories, tu es dans le RERB. Je vois que tu es avec DJ Snake. C'était un métaverse incroyable, tu vois. Et vous n'étiez pas beaucoup autour de lui. Donc, moi, la déduction que je me fais à ce moment-là, je me dis, si tu es avec lui à ce moment-là, c'est que tu es vraiment quelqu'un de proche, tu vois. C'est vraiment quelqu'un de ton entourage. Est-ce que toi, tu es chaud pour un peu parler de lui et même de votre relation aujourd'hui? Bien sûr, sans problème. William, c'est un frère. C'est une personne que j'ai rencontrée depuis que j'ai l'âge de 10 ans.
Donc ça fait un petit bout de temps. Et pourquoi je dis que c'est un frère? On a traversé beaucoup de choses ensemble. Donc on a connu notre scolarité dans la même école, jusqu'au lycée également. Et on est toujours resté assez proches depuis qu'on s'est rencontrés. C'est une personne qui m'a beaucoup apporté, à la fois humainement mais aussi professionnellement. C'est une personne qui a une très bonne vision. Je pense qu'il n'arrive pas là où il est aujourd'hui sans ça. C'est une personne qui est perfectionniste, à la fois dans son travail, mais aussi dans son amitié. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une personne qui est capable d'être dans un festival au Japon, donc à l'autre bout de la Terre, finir son festival, 30 minutes après, il est sur Instagram en train de vérifier si j'ai pas mis une connerie sur Instagram. Il est capable de m'appeler et de me dire « Mais qu'est-ce que t'as foutu? Enlève-moi ça !» C'est le type de personne qui accorde cette générosité à son entourage, à sa famille. C'est un frère. Je ne sais pas le décrire autrement. Si je te dis que c'est un ami, c'est beaucoup trop peu. Ça va réduire cette relation. Et je pense qu'il est comme ça avec beaucoup de gens. C'est dans sa nature. Est-ce que tu as des anecdotes peut-être de moments avec lui? Parce que là, effectivement, tu expliquais que c'est quelqu'un de très généreux en amitié ou en fraternité, vu de ce que tu me dis, qui est capable. Et je te crois quand tu me dis ça, tu vois, parce que une des premières fois où on se parlait, tu vois, tu me racontais une histoire un peu et c'était quelque chose comme ça, tu vois, où il t'avait fait un feedback sur un truc, c'était de l'ordre du détail, tu vois. Et s'il prête attention à ça, c'est que vraiment, il a atteint en tout cas un certain degré avec toi. Est-ce que tu as des anecdotes de moments Ah mais lui, en vrai, il a toujours été à 1000 à l'heure. Tu vois, il était, je peux te donner des anecdotes. Mes premières sorties en club ou que ceci, j'avais pas forcément les codes ou les fringues adéquates. Pas chez moi. Je vais trop looker. J'avais des chemises un peu plus grandes que ce que je devais porter, parce qu'il était plus grand que moi. Mais c'est toujours été le mec qui va te prêter, donner, sans même hésiter. Tu vois, tu comprends? Je comprends. Il a toujours été la personne qui n'a pas voulu briller tout seul. Toujours le mec qui veut t'accompagner dans son élan, chercher plus haut. Et il a été une personne clé dans mon développement à travers mes différentes aventures entrepreneuriales. Je suis fier d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même faire un parallèle dans vos deux carrières. Lui dans la musique, toi dans l'entrepreneuriat. Après, certes, c'est vrai que aujourd'hui, DJ Snake, voilà, c'est une marque, c'est un nom, tu vois. En termes d'impact, c'est quelque chose d'ultra fort. Mais est-ce qu'on peut dire peut-être que déjà depuis tout petit, vous êtes un peu conditionné à ça? Tu vois, en général, comme on dit, tu es un peu la somme de tes proches, de ton entourage. Donc, est-ce que peut-être qu'à un moment ou l'autre, dans vos vies, dans vos carrières, vous avez pu avoir cette influence l'un sur l'autre? Avant que lui devienne le DJ Snake d'aujourd'hui, tu l'as forcément connu quand il était au point zéro. Il t'a forcément connu quand tu étais au point zéro, avant Germain aussi. On s'est connus sur toutes les étapes, je vais me répéter, mais il a été une personne clé dans tous les process par lesquels je suis passé. Et dans les différents projets, que ce soit Germain avant ou même Mimcha actuellement, c'est une personne qui ne se contente pas d'être là en tant qu'ami et te laisser dans ta connerie. C'est le gars qui va toujours te confronter. Lui et moi, encore aujourd'hui, il peut arriver qu'on ne se parle pas pendant des mois. On s'est pris la tête avant, on se prend la tête aujourd'hui. C'est toujours fraternel. Constamment, on ressent de la bienveillance l'un envers l'autre. Et je pense qu'il y a cet échange mutuel de bonnes énergies. Peu importe qu'elles soient comprises ou pas, il y aura toujours de la bienveillance. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une sorte de double sanction, tu vois, quand sur vos communautés, parce qu'il y a une sous-représentation et il y a une sorte de stigmatisation, c'est-à-dire peut-être déjà au niveau de la société parce que vous êtes des immigrés, mais même dans les quartiers, tu vois, certains termes qui vont être employés, tu vois, que moi je trouve regrettable. Je sais pas, Pak-Pak, déjà tu dis Pak-Pak, ça veut dire le Sri Lankais, le Bangladais, l'Indien, tu vois, eux tous c'est des Pak-Pak, le Pakistan, tous c'est des Pak-Pak, tu vois. Et surtout c'est dit de manière très vulgaire, tu vois.
Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Non, je pense qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de grand malaise. C'est des choses qui arrivent, c'est dans toutes les sociétés, tu vois, à tous les niveaux. Quand tu vois, il y a une communauté qui n'est pas vraiment représentée ou qui est minoritaire, forcément, il y a ce genre de différences qui se créent, etc. Mais je pense que, tout comme toi, je crois en l'avenir. Moi-même, j'ai grandi parmi toutes ces communautés-là et tu peux voir qui sont mes amis. Ils sont issus de partout, de l'Afrique, du Maghreb, de Turcs, de la Palestine. Ouais. Donc, tu vois, je pense juste que pour cette communauté, elle n'est pas très représentée parce que de par le fait que l'Inde a une culture assez spéciale. C'est la culture de l'humilité, de la discrétion. Un peu comme la Chine, hein, en vrai. Hein. Un peu comme la Chine. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, même le racisme envers les Chinois est totalement banalisé, ce qui ne devrait absolument pas être. Ouais. Tu vois. Ouais, donc, mais je pense que prenons les choses positivement, les choses évoluent, les gens se mélangent et les mœurs vont changer. Les mœurs vont changer. Jusqu'alors, on a parlé de ton parcours, de tout ce que tu as pu faire par le passé, de la manière dont, au final, toutes tes expériences ont pu conditionner le tournant sur lequel, là, on est actuellement. J'aimerais maintenant qu'on parle du futur, on parle de l'avenir, de ce que, là, avec tes équipes, vous êtes en train de mettre en place. Moi, je trouve que l'idée que vous avez eue avec Mimcha, c'est ultra fort. Et là, en tout cas, je suis en train d'assister, là, sous mes yeux, à l'ascension d'un projet qui pourra vraiment tout arracher. Et en fait, vous avez même déjà commencé, tu vois. C'est juste en off, pour l'instant, c'est pas officialisé, mais vous avez même déjà commencé à poser vos pions un peu partout à travers le monde. Et là où, tu vois, avec Germain, tu as réussi à conquérir le monde avec ta marque et avec le branding, j'ai l'impression que là, avec Mimcha, on est en train d'assister à quelque chose de similaire. Mais sauf que là, maintenant, on est à l'époque des startups. On a des boîtes, un exemple concret, ChatGPT, tu vois, qui viennent avec une plateforme. Et dès qu'on a une offre qui correspond au marché, ça explose, mais avec une puissance fois je ne sais combien, tu vois. Et là, avec Mimcha, j'ai l'impression que vous arrivez sur un très très bon créneau. Vous répondez à une offre ultra pertinente. Et la suite, je commence à la deviner. Est-ce que tu peux, toi, nous parler aujourd'hui de Mimcha, de ce que vous faites, de comment est-ce que tu as eu l'idée de créer Mimcha et de vos ambitions? L'idée vient de ma mère, tout simplement. C'est la personne qui, depuis que je suis enfant, se plaint que le transport de colis est trop cher. Que c'est trop compliqué pour une personne lambda d'aller chercher les DHL, les UPS, etc. C'est trop compliqué, mais c'est aussi trop cher. Je te parle de la situation d'aujourd'hui. Ouais. Envoyer un courrier en express via les grands transporteurs que tout le monde connaît, ça met 6 jours et 150 € pour une lettre de 100 grammes. Pourquoi je dis une lettre? Parce qu'on a souvent besoin d'envoyer un document officiel pour une demande de visa d'une tante, d'un oncle, etc. Et c'est un process assez récurrent dans nos communautés. Et quand je dis nos communautés, c'est la communauté africaine, la communauté asiatique, etc. Et j'oublie de dire que lorsque tu ne veux pas passer par la poste parce que c'est trop lent, ou tu ne veux pas passer par DHL parce que c'est trop cher, bah, tu passes par un oncle, une tante, une personne de confiance qui va voyager vers ta destination et qui va emmener ton colis. Sauf que lorsque ces personnes, elle n'est pas accessible et que tu es dans un moment assez urgent d'envoyer quelque chose, un produit ou une lettre, comment tu fais? La seule solution, c'est de te retrouver à Charles de Gaulle, terminal 1, pour les vols direction Inde, et tu vois tes parents demander aux gens, c'est urgent, est-ce que vous pouvez emmener ce courrier? Est-ce que vous pouvez emmener telle chose? Et là, toi, tu vois tes parents, le regard des gens envers tes parents, qui est fuyant, qui est un peu méprisant. Toi, tu vis ça comment quand tu vois des figures emblématiques de ta vie faire face à ces problèmes, étant enfant? Tu prends ça personnellement comme une humiliation. Tu te dis, quand je vais grandir, je vais changer ça.
Ok, je comprends. Donc en fait, le fait d'avoir vu tes parents dans des situations d'urgence où ils devaient envoyer des colis ou un courrier en Inde, devoir se rendre à l'aéroport parce que y a la situation Tu as d'urgence. une demande de visa, le consulat il va te dire il faut que tu me ramènes ton document officiel en moins de 48 heures. Ouais. Comment tu fais? C'est techniquement pas possible à moins qu'un voyageur le transporte. Ouais. Même si tu es prêt à payer le prix fort. Ouais. Le prix fort, c'est 150 € pour 100 grammes et ça représente 10% du SMIC actuel. Je sais pas si tu t'imagines. Oh, c'est énorme, bien sûr. Donc dès lors que j'ai compris que ma mère se retrouve dans cette situation, toutes les mères à travers le monde qui ont immigré peuvent connaître cette situation. Et je me suis dit là, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est de là que la machine s'est mise en route. Mon cerveau, il s'est accéléré. Et il s'est dit, ah, là, je sens que je vais rentrer dans un vrai bourbier pour mettre tout ça en place. Mais il faut que je le fasse. Et c'est quoi la suite de Mimcha? Au-delà de vouloir te dire qu'on a pour ambition, mon équipe et moi, de devenir une licorne, de devenir les numéros 1 dans le transport collaboratif, j'aimerais te dire que Mimcha, c'est avant tout la création de liens, le maintien du pont entre les familles qui sont séparées. C'est lourd. Et tu as vu ça, cette conclusion? Elle fait totalement écho. Pour moi, c'est un parallèle avec toute ton histoire, tu vois. De ce que je comprends dans ton histoire, en fait, ta famille, elle a été partout, un peu partout à travers le monde, tu vois. Mais vous avez toujours gardé cet enracinement avec l'Inde. Vous êtes resté connecté à l'Inde. En tout cas, c'est grave lourd et honorable, tu vois, ce que vous faites. Donc, l'équipe, maintenez les liens, c'est hyper important. c'est ça que moi, j'ai à retenir, en tout cas. Cham, on arrive à la fin de l'interview. Franchement, je suis vraiment content d'avoir eu cet échange avec toi. Ça me conforte vraiment dans cette idée de me dire que ouais, tu as un bon, très très bonne valeur. On est aligné sur énormément de choses. Continuez comme ça. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses en tout cas. Et je m'en fais pas. Ça va bien se passer. L'équipe, merci aussi à vous pour le soutien. Merci à vous de continuer à pousser, à regarder nos contenus. C'est hyper important. On a besoin de vous, on a besoin que vous vous abonniez, on a besoin que vous repartagiez. Des histoires comme Cham, c'est des histoires qui peuvent en inspirer beaucoup d'autres. Peut-être que vous-même, vous vous êtes reconnus là-dedans. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On reste branchés. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voudriez qu'on reçoive dans le prochain épisode. Et on va se pencher là-dessus. Force à vous l'équipe. On fait comme ça. On se dit à très très bientôt. C'était Ahmad pour Ball aux Arts Nouveaux. Par nous, pour nous.